Certes, eh bien, l'assassin de Strasbourg a été tué. On ne va pas en parler ce matin parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais on va parler de l'avenir et notamment de ce mouvement des Gilets jaunes. Acte 5, dit-on, demain. Mais au-delà de ça, la concertation nationale et puis ce qui se passe aussi dans les lycées. C'est avec Gabriel Attal que nous sommes ce matin, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, précisément. Et à la jeunesse, bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, il va s'essouffler, il va continuer, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est un mouvement qui est parti contre une hausse de taxes qui était prévue, qui a été abandonnée, qui s'est étendue à des questions de pouvoir d'achat, qui ont donné lieu à des réponses très fortes du président de la République. Je ne vais pas les rappeler. Donc il devrait s'arrêter. Je considère que maintenant, il faut être responsable. Et on a bien vu que ce mouvement, quand il organisait des manifestations, notamment à Paris, mais aussi en province ces dernières semaines, c'était un espèce de vecteur pour des casseurs qui venaient s'y mêler. Ça risque de se reproduire Paris. demain ? Moi, je ne souhaite pas que ça se reproduise demain. Ouais. Donc, il y a une réponse évidemment mobilisation policière des forces de l'ordre aussi forte que la semaine dernière. Hein. Aussi forte, voire plus forte, en tout cas adaptée à ce qui s'est passé la semaine dernière. Parce qu'il y avait déjà une mobilisation qui avait été adaptée à la semaine précédente en termes de mobilité, parce qu'on voit bien que c'est des groupes extrêmement mobiles. On va renforcer encore, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, la mobilité des forces de l'ordre. Quand va s'ouvrir la grande concertation ? Parce qu'il y a eu deux réponses du président de la République. Il y a une première réponse d'urgence sur des mesures d'ordre fiscal, monétaire, on va dire, et puis il y a une deuxième réponse qui est dire bon bah on va tous se parler. Quand est-ce que ça va s'ouvrir cette grande concertation ? Déjà, il y aura des annonces du Premier ministre sur la manière dont cette consultation va se déployer. Ça sera quand, ces annonces ? Je crois que c'est prévu demain. Dans les prochains jours, et ensuite dans les semaines qui viennent, ça va se mettre en place dans les territoires. Alors, concertation, c'est Chantal Jouanneau qui va diriger tout ça ? Chantal Jouanneau ? Alors, Chantal Jouanneau, elle est présidente de la Commission nationale du débat public. Ouais. Donc, c'est cette commission qui est effectivement à la manœuvre sur l'organisation, la manière dont la consultation s'organise. Ouais. Il y aura un kit qui va être réalisé pour les personnes qui animeront les consultations dans les territoires, qui va être transmis dans les territoires. Ça sera où ? Dans les mairies ? Ça sera, oui, les mairies, les intercos, c'est a priori... Intercommunalités. Voilà, les intercommunalités, c'est a priori dans ce cadre-là que les choses vont s'organiser. Et qui va diriger ? C'est le préfet ? Ou alors il y aura un délégué ministériel je pense dans chaque région ? Je pense qu'il y aura au niveau local des adaptations, ça peut être des élus, ça peut être le maire, ça peut être le député, ça peut être le représentant de l'État, ça peut être des associations. Moi, je travaille beaucoup avec le monde associatif, je suis en charge de la vie associative au gouvernement. Ouais. Les associations, elles sont présentes dans tous les territoires. Potentiellement, elles peuvent aussi... Et puis, il y aura potentiellement des membres du gouvernement. Moi, en tant que ministre, je souhaite participer et me rendre physiquement à des débats dans les territoires. Oui, je pense que c'est important d'être présent et d'entendre ce que les Français disent. Alors, le président de la République, dans son allocution, a parlé d'immigration. Il a dit qu'on en parlerait. Et puis, il semblerait que certains tordent le nez, comme Laurent Berger, le patron de la CFDT. Il dit, nous, on ne veut pas, c'est une crise sociale, on ne veut pas qu'on parle d'identité, d'immigration. Donc le Premier ministre a fait marche arrière, ça sera un sujet mineur, semble-t-il. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Il n'y a aucune marche arrière. Le Premier ministre a annoncé que ça serait dans les sujets qui seront abordés dans la consultation. Il l'a dit hier à la tribune de l'Assemblée nationale. Moi, je considère qu'on ne peut pas avoir de sujet tabou en France. Je considère que, effectivement, c'est une crise... Ça fait partie du malaise aussi, l'immigration, pour vous ? Je pense qu'il y a des questions qui sont posées, oui, par des personnes. L'immigration en tant que telle, mais la façon dont elle il y a des inquiétudes, parfois des fantasmes, des critiques, et qu'il faut donner la possibilité aux gens de s'exprimer, ne serait-ce que pour pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire et y répondre, ne serait-ce que factuellement. Donc moi, je ne suis pas pour qu'il y ait des tabous. C'est effectivement une crise qui est née sur des sujets économiques, sociaux, de pouvoir d'achat, mais on voit bien que dans les mots qui sont relayés, il y a aussi ces questions-là qui sont posées, ces questions d'immigration, et plus globalement... Donc on va parler de tout. Bien sûr, oui. Tous les sujets qui ont été abordés par le président de la République et rappelés par le Premier ministre hier seront abordés dans les consultations, évidemment. D'accord. Ça va déboucher sur quoi ? Ça va durer combien de temps d'abord ? Alors, je crois que ça va durer 3 mois. Ouais. Et puis, ça va déboucher sur des remontées qui seront faites. Il y aura aussi là un process, et c'est pour ça que la Commission nationale... Donc, il y aura des rapporteurs pour chaque... Oui, bien sûr. C'est pour ça que la Commission nationale du débat public est très utile, parce qu'elle a l'habitude d'organiser des débats. C'est elle qui va recevoir tout ça, donc ? Je crois que c'est elle qui centralisera ces remontées et qui fera un rapport au gouvernement. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça ? L'enjeu, c'est... Qu'est-ce que vous allez faire de ça ? L'enjeu, c'est d'en tenir compte. Et c'est de voir ce qui aura été exprimé. Pour faire des réformes ? Potentiellement, oui, de faire des réformes, d'adapter notre cadre, notamment institutionnel, par exemple. Puisqu'on voit bien que dans les revendications des Gilets jaunes, il y a beaucoup cette question de nos institutions, du fonctionnement de la démocratie. Référendum d'initiative populaire, vous seriez favorable à ça ?
Moi, j'ai pas de, je suis fermé à rien. Il faut le savoir, les gens ne le savent pas, mais dans la Constitution, au terme de la réforme de 2008, il y a déjà le référendum d'initiative partagée. Ouais. Hein. Alors, selon en gros, c'est plusieurs parlementaires et plusieurs signataires de la société civile qui portent un texte. Ce qui remonte par les Gilets jaunes. Qui n'a jamais été utilisé, d'ailleurs. Non, mais ce qui remonte par les Gilets jaunes, c'est l'idée que ce ne soit pas une initiative partagée, mais une initiative citoyenne, un peu comme sur le modèle suisse, avec des votations qui peuvent être à l'initiative des citoyens. Locales, même. Oui, mais c'est ce qui est porté. Moi, je n'ai pas de tabou. Je pense qu'il faut pouvoir tout mettre sur la table et regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Après, il y a d'autres questions, celle du vote blanc, qui a été abordée par le président de la République, qui est une revendication aussi forte, qui est souvent avancée. Pourquoi pas avancer vers ça? Et plus globalement, la question de la participation des citoyens, y compris au débat national. Est-ce que ça passe par un tirage au sort de Français qui peuvent être associés à des institutions nationales comme le Conseil économique, social et environnemental? Là-dessus, je pense qu'on peut réfléchir. D'accord. Alors, le Premier ministre et Matignon ont dit que la réforme des institutions proprement dites, qui était prévue, elle serait un peu retardée. C'est pour tenir compte, justement, des conclusions de cette consultation. À partir du moment où on ouvre un débat avec les Français en proximité pour leur permettre de réagir, de donner des idées, de pousser des choses, c'est normal qu'on puisse en tenir compte dans les réformes qui sont prévues sur ces sujets-là. Vous êtes optimiste? Optimiste. Sur l'issue de cette crise et sur le débat qui va s'engager? Oui, moi je suis optimiste parce qu'il y a un changement de méthode, clairement, on l'assume, l'idée de dire qu'il faut permettre davantage aux Français directement de participer à la construction des politiques publiques et de réfléchir au destin de notre pays. Donc moi je pense que c'est toujours positif d'associer davantage les Français et c'est ce qu'on va faire avec ces débats. Je suis optimiste aussi parce qu'on a apporté beaucoup de réformes depuis 1 an et demi. Sur certains points, apparemment ça ne suffit pas. On n'a pas été assez vite sur certains points, c'est pour ça que là on va plus vite, notamment sur la question de la valorisation du travail. Et ces réformes, elles sont en train de porter leurs fruits. Il n'y a jamais eu autant de CDI signés dans notre pays que depuis 1 an et demi. Ça faisait 10 ans qu'il n'y en avait pas eu autant. Au premier semestre, il y a eu 65% en plus de levées de fonds dans nos startups, dans nos PME qui se créent en France et d'investissements en capital. Oui, ça, c'est le fruit de nos réformes. Bruno Le Maire, votre collègue de l'économie, dit malheureusement, il dit ce mouvement a porté un rude coup à l'économie quand même. Oui, c'est ce que je comprends. Alors il y aura une estimation qui sera faite, mais ce qui est certain, c'est que s'entêter dans un mouvement qui aujourd'hui ne vise plus qu'à bloquer et casser, c'est forcément néfaste pour l'économie. Ce mouvement de la France? Le mouvement qui s'est exprimé ces dernières semaines, il disait un malaise sur la question du niveau de vie, du pouvoir d'achat et de fonctionnement de la démocratie aussi. Hein. Oui, fonctionnement de la démocratie aussi, même si je pense que principalement la question qui était posée, c'est de dire je paye des impôts, des taxes, à quoi ça fonctionne? Qu'est-ce que ça finance comme service public en proximité? Comment est-ce que j'ai une réponse à ça? C'est un échec du président de la République? Ah non, pas du tout. Non, c'est pas un échec du président de la République. Au contraire, c'est l'idée de dire que ça valide totalement la thèse qui était la sienne pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a deux France, qu'il y a une France intégrée dans la mondialisation mobile et puis une France des laissés pour compte, entre guillemets. Et puis ça valide notre ligne qui est de dire qu'il faut que le travail paye mieux. C'est ça qui a été dit pendant ce mouvement. On n'est pas allé assez vite, c'est pour ça qu'on accélère. L'état des lieux dans les lycées, vous pouvez nous le donner? Ça se calme? Ce matin, il y avait, je crois, 37 lycées bloqués sur 4200. Ça fait moins de 1% des lycées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de violence. Ils ont rejoint le mouvement des Gilets jaunes? Non, c'est pas le même. C'est pas le même mouvement. Ce qui frappe, c'est pas tant l'ampleur du mouvement. Encore une fois, moins de 1% de lycées bloqués. C'est la violence qui s'exprime. Ce sont des lycéens ou ce sont des pièces rapportées? Il y a de tout, il y a des lycéens, il y a des personnalités, des personnes extérieures qui viennent s'y mêler, des casseurs, parfois cagoulés, parfois très violents, qui caillassent des personnels de l'éducation, des forces de l'ordre, qui sont à l'origine de départs de feu. Donc parfois, c'est plutôt des situations d'émeutes urbaines que de blocage. D'accord. On a une semaine des vacances scolaires. Il pourrait reprendre ce mouvement après les vacances? Moi, je suis assez optimiste là-dessus parce que, encore une fois, on a aussi beaucoup fait pour la jeunesse et il faudra remonter loin pour trouver un gouvernement qui a autant fait pour la jeunesse. C'est quoi la revendication principale? Il y a des organisations syndicales lycéennes qui, depuis 1 an et demi, ont des revendications politiques qui visent à s'opposer aux réformes qui sont portées par le gouvernement. Comme Parcoursup, tout ça? Parcoursup, la réforme du bac, etc. Il y a ensuite des revendications... Tout ça, c'est pas abandonné? Évidemment, non. C'est des réformes qui sont pour la réussite des jeunes. Ensuite, il y a des revendications plus précises, notamment par exemple sur la réforme du bac, sur la manière dont vont être réparties les différentes spécialités qui seront proposées aux jeunes dans les territoires, avec une inquiétude qui a été formulée
et que moi j'entends, qui peut être légitime, et c'est pour ça qu'on travaille avec les lycéens pour y répondre. C'est est-ce qu'il n'y aura pas d'inégalité, on veut être sûr qu'il n'y aura pas d'inégalité territoriale dans les spécialités qui seront proposées. Vous n'allez pas instituer des états généraux du lycée quand même? Si. Mais les états généraux du lycée, ça fait 1 an et demi qu'ils ont lieu. La réforme du lycée, elle a été construite avec les lycéens. Il y a eu une consultation, 40 000 lycéens qui ont participé à cette consultation. Et la réforme qui est en train de se mettre en œuvre, elle est le fruit de la participation des lycéens et du constat. On est tous d'accord sur le fait que ces filières S, ES et L, ces 3 couloirs dans lesquels les jeunes étaient emmenés, ça n'a plus de sens aujourd'hui. D'accord. Vous êtes chargé de mettre en place ce fameux service national universel et non pas militaire. Le calendrier va être respecté? Alors, le calendrier, pour l'instant, c'est quoi? C'est de dire en juin 2019, il y a une première cohorte de jeunes qui sera appelée au service national. Ça, c'est le seul calendrier sur lequel on a fait des annonces jusqu'à maintenant. Ensuite, il y a la question de la montée en puissance. Parce que forcément, d'ici à 2022, une réforme comme ça, elle met plusieurs années à monter en puissance forcément. Il y a eu un rapport qui a été remis par le général Menaouine, il y a un groupe de travail, qui proposait que la montée en puissance aille jusqu'en 2026. Nous, on est en train de regarder tous les scénarios possibles, y compris pour aller plus vite. Et là-dessus, il faut que toute une classe d'âge soit concernée par ce... Ah oui, c'est un service national SNU. Universel. Donc à terme, c'est toute une classe d'âge qui sera concernée par le service national. Est-ce que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire, j'ai dit que c'était pas militaire, mais il y a quand même l'armée aussi, est-ce que l'armée joue le jeu? Bien sûr, l'armée joue le jeu. Moi, je travaille beaucoup avec ma collègue Geneviève Darrieussecq, Florence Parly. Les armées seront évidemment présentes à la fois dans la formation de ceux qui encadreront, dans l'encadrement lui-même, il y aura des militaires qui participeront à l'encadrement, et puis dans le contenu, parce que dans le contenu, il y aura toute une phase sur comment est-ce qu'on réagit à un attentat. Comment est-ce qu'on réagit à une catastrophe naturelle? Comment on intègre un poste de secours s'il se passe quelque chose à côté de chez soi? Et c'est pour ça, les armées, on est en train de chiffrer ce budget parce que ça dépend d'arbitrage qu'on est en train de prendre et que le président de la République prendra sur le niveau d'encadrement, le taux d'encadrement, sur le contenu. Donc le budget sera précisé dans les prochains mois. Gabriel Attal, je voudrais vous poser une dernière question avant qu'on passe à celle des internautes. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, que vous connaissez bien, a demandé jeudi au gouvernement de renoncer à son projet controversé de fichier des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des jeunes migrants qui sont sur notre territoire, pour qu'ils ne soient pas fichiés. Y voilà une atteinte au respect de la vie privée et au droit à l'égalité. Vous êtes d'accord avec lui ? Alors, je pourrais broder quelque chose, mais c'est un dossier que j'ai pas suivi. Je vous pose la question parce que la jeunesse, ça vous concerne. Oui, c'est vrai. Donc, je vais regarder ce dossier. Là, à l'instant, je peux pas vous. Vous connaissiez ce fichier en gestation? Oui, j'ai entendu parler de ce dossier-là. Moi, je fais confiance au gouvernement. Encore une fois, j'en fais partie. Donc, l'objectif, c'est évidemment pas d'atteindre à la vie privée et au respect des libertés des uns et des autres. Donc, voilà, je pense qu'il y a un dialogue qui va se Donc vous n'êtes pas en mesure de me dire si vous êtes d'accord avec M. Toubon ou pas? Non, là, je ne suis pas en mesure de vous le dire. D'accord. On passe à vos questions, chers internautes, avec Julie Coulomb-Profizi qui nous rejoint dans les studios. Bonjour Yves. Avec plein de petits cœurs sur le... Ah ouais. Alors, c'est les internautes, ils vous aiment beaucoup. Tu m'envoies des cœurs. Alors, on va commencer avec une première question de Virginie qui vous demande ce que vous comptez faire, ce que vous comptez mettre en place pour faire baisser le décrochage scolaire et la déscolarisation. Vaste sujet. Vrai sujet, gros sujet. C'est combien de personnes? 140 000? Chaque année, entre 100 et 150 000 jeunes qui décrochent. C'est-à-dire qui sont ni en formation, ni à l'école, ni au boulot. On a 1 million aujourd'hui de jeunes qui sont dans cette situation. C'est pour ça qu'on met en place un plan de formation professionnelle pour eux, pour leur permettre de trouver un boulot. Pour le décrochage, pour éviter que les jeunes décrochent, toute la politique qu'on met en œuvre depuis 1 an et demi, elle vise à cet objectif. Quand on dédouble les classes, l'an prochain, c'est 300 000 enfants qui seront dans des classes de 12 en CP, en CE1, en primaire. Au collège, on a mis en place devoirs faits. On n'en parle pas suffisamment de cette mesure. Devoirs faits, c'est quoi? Ça marche très bien. C'est 4 heures d'aide aux devoirs gratuite par semaine pour tous les collégiens qui en font la demande. Encadrés par des enseignants, des volontaires en service civique, il y a une pluralité d'intervenants. Mais c'est une mesure très forte parce qu'on sait que des jeunes qui décrochent, bien souvent, c'est des jeunes qui, dans l'environnement familial, n'ont pas les mêmes possibilités que les autres pour être aidés dans leurs devoirs le soir à la maison. Et donc dire qu'on met en place au collège cette aide gratuite aux devoirs pour tous les collégiens qui en font la demande, c'est extrêmement positif.
Alors une question plus précise de Jules qui vous demande pourquoi vous n'engagez plus de professionnels en fin de carrière pour faire des cours concrets dans les lycées et les universités. Oui, la question c'est faire appel y compris aux réservistes de l'éducation nationale. Je pense que ça c'est un travail qu'on fait. On travaille beaucoup sur ces questions-là. Il y a des réflexions. C'est quoi un réserviste de l'éducation nationale? C'est des personnes qui disent qu'après qui sont à la retraite. Voilà, notamment disent qu'elles sont prêtes à aider dans le cadre de l'éducation nationale, à venir elles sont rémunérées. Soutenir. Elles peuvent être rémunérées dans certains cas. Il y a aussi des personnes engagées dans des associations qui sont prêtes à aider, y compris sur la lecture chez les jeunes enfants. C'est un travail qu'on met en œuvre. On réfléchit sur ces questions-là. Alors Bobby qui nous parle d'une situation qu'il a vue, des adultes distribuaient des gilets jaunes aux élèves devant le lycée de mon fils. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non, je ne trouve pas ça normal du tout. Ça vous est remonté, ça, cette idée Pas massivement, mais je trouve évidemment pas ça normal. Moi, je me bats pour qu'on considère que, parce que je suis en charge de la jeunesse, je me bats pour qu'on considère que les jeunes sont des citoyens comme les autres, qu'ils ont un esprit critique comme les autres et qu'ils sont capables d'avoir des réflexions comme les autres. Donc je suis contre l'instrumentalisation des jeunes. Il y a des partis politiques qui le font, la France Insoumise notamment, qui essaye à chaque fois qu'il y a un mouvement d'instrumentaliser les jeunes. La France Insoumise dans la jeunesse. Il y a en permanence des tentatives d'instrumentalisation. De leur part? Oui, bien sûr, qui sont évidentes. Et donc, je m'oppose à ça chez la France Insoumise. Donc, je m'y oppose aussi chez des Gilets jaunes qui souhaiteraient utiliser des jeunes pour un mouvement. Les jeunes, c'est pas de la chair à canon. Les jeunes, c'est des citoyens comme les autres et il faut les respecter. Alors une question de Rockman qui fait un constat en disant « La CGT est frustrée de ne pas avoir pu récupérer le mouvement des Gilets jaunes. » Donc j'ai une question pour vous. Dans l'établissement d'un dialogue pour résoudre la crise, est-ce qu'il faut intégrer les syndicats ou est-ce qu'ils sont complètement dépassés par ce mouvement? Ils ont leur place, les syndicats. Bien sûr qu'ils ont leur place. Ouais. Et d'ailleurs, ils étaient autour du président de la République avant qu'il fasse ses annonces en début de semaine. Donc il faut évidemment discuter avec eux. Après, la réalité, c'est que ce mouvement... La manière dont il s'est déployé, il dit qu'il y a une défiance vis-à-vis des corps intermédiaires. Et quand je dis corps intermédiaires, c'est y compris les partis politiques, c'est peut-être aussi les syndicats. Donc c'est important d'y répondre avec eux et c'est important qu'eux aussi travaillent à la manière d'y répondre. Hier, Jean-Christophe Cambadélis, qui était anciennement premier secrétaire du Parti socialiste, disait « Mais pourquoi le gouvernement, en ce samedi, c'est-à-dire demain, n'organise pas des journées de dialogue, justement, précisément, dans les préfectures ?» et inviter les Gilets jaunes à venir déjà dialoguer demain. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, ça? Les maires l'ont fait. Beaucoup de maires ont annoncé qu'ils ouvraient leur mairie, notamment l'association des maires ruraux. Ils l'ont fait dès le samedi dernier en disant on ouvre nos mairies plutôt qu'aller manifester ou casser, venez discuter dans nos mairies et venez dire ce que vous avez à dire. Nous, on ouvre un grand dialogue national. Forcément, ça se prépare. Ça ne s'improvise pas comme ça dans les territoires. Je vous ai dit qu'il y aurait des annonces qui seraient faites à très court terme sur la manière dont ça va s'organiser. Donc ça va se déployer rapidement. Julie, une dernière question. Alors, une dernière question de FD, qui laisse un commentaire sur le site du Figaro en disant « Les Européennes doivent servir de message pour Emmanuel Macron et la République En Marche, donc il faut voter contre eux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer la confiance sur le terrain pour les Européennes ?» Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir un message très clair sur ces prochaines élections européennes. Est-ce qu'on veut qu'il y ait une Europe qui fait des choix politiques, et notamment celui d'avoir une souveraineté européenne, de protéger les citoyens européens, ou est-ce qu'on considère que ça n'a plus aucun sens d'avoir l'Union européenne? Est-ce qu'on considère que dans le cadre du changement climatique, de la protection de l'environnement, on peut le gérer tout seul avec nos petits bras, ou est-ce qu'on considère que c'est un enjeu européen? Sur la question de la taxation des GAFA, c'est pareil. Sur la question du droit d'auteur, il y a plein de questions qui se posent qui ne peuvent avoir de réponse qu'au niveau européen. Les sondages vous sont peu favorables. Le Rassemblement national fait mieux que vous en intention de vote. Oui, moi je me méfie toujours des sondages en tant que macroniste, puisque les sondages nous étaient très peu favorables avant les élections présidentielles et que Emmanuel Macron a été élu. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra être très clair dans le message pendant ces élections. Et le message, c'est quoi? On sent que l'Europe n'est plus... Il n'en a jamais parlé. Il a évoqué l'Europe une fois dans son discours, le président de la République, lundi dernier. Oui, c'était peut-être pas le sujet immédiat qui était posé dans la cadre des Gilets jaunes. Ça fait peur aussi à beaucoup de Français, notamment aux Gilets jaunes. Il y a rarement eu un président de la République qui a parlé autant d'Europe, y compris pendant sa campagne. Et il en parle depuis 1 an et demi. Les propositions de la Sorbonne qu'il a faites pour l'Union européenne, elles ont une résonance sur tout le continent. Ce qui est sûr, c'est que le message, pour moi, c'est de dire qu'il y a eu l'Europe des fondateurs qui ont créé l'Union européenne, qui ont jeté les bases. Il y a eu ensuite une Europe des gestionnaires qui ont fait de la gestion, qui ont contribué aussi à une distance entre les institutions européennes et les Français, les citoyens européens. Là, on doit passer à une Europe des politiques, c'est-à-dire qui font des choix politiques et qui recréent un attachement avec l'Union européenne. Moi, ça me frappe notamment chez les jeunes. Je suis en charge de la jeunesse. Moi, je vais beaucoup me mobiliser sur cette question des jeunes, du rapport des jeunes à l'Europe. Parce qu'on a eu des générations qui étaient très attachées à l'Europe parce qu'elles connaissaient... Elles le sont de moins en moins.
On a eu des générations qui étaient attachées à l'Europe parce qu'elles connaissaient le rôle de l'Europe dans la protection de la paix sur le continent. C'est des gens qui ont soit connu la guerre, soit connu des gens qui ont connu la guerre. Donc forcément, ça développe un attachement. Les jeunes générations, aujourd'hui, elles apprennent ça dans les livres d'histoire. Donc forcément, cette conscience-là, elle est moins forte. Donc il faut créer une conscience européenne plus forte. Ça passe, pour moi, par la mobilité. Moi, je souhaite que dans quelques années, on puisse se donner les moyens que tous les jeunes, sur une classe d'âge, aient une expérience de mobilité en Europe. À l'extérieur, d'accord. Gabriel Attal, merci. Merci de vos réponses à toutes nos questions, y compris à vous, chers interlocuteurs, qui nous voyez derrière votre écran. Merci à Julie Coulomb-Profisi, qui s'est fait votre interprète. Et à lundi, si vous le voulez bien.